Surpris par la nuit. Royaume forain, première partie, les roses du diable. Depuis des millénaires, nous assistons à des rites magiques qui sont devenus des spectacles. Aujourd'hui, en Avignon, Yann Fabre et ses performances, ses métamorphoses de l'humain en animal, sa violence qui fait naître la vie de la destruction. Romeo Castellucci, dont les corps se mutilent pour une divine comédie foraine, descendant dans tous les états de la nature. François Tanguy et le théâtre du radeau, avec ses figures burlesques, tragiques, féeriques, qui construisent des baraques, des tentes et des ménageries. Johan Le Guillerme et le cirque qui fait cercle des symboles, il nous montre ses plaies comme un fakir au-dessus d'un enfer dont il fait un paradis. 12 forains, forçats de la beauté, brûlés vifs, vivants de la vie, Lucifer. Le corps forain est le continent noir de l'histoire officielle. En lui se sédimente et se joue une autre version de l'espèce humaine. Il est l'outsider, comme le nomme l'historien Enzo Traverso. Entre le XIIe et le XVIe siècle, les jongleurs de foire sont brûlés pour sorcellerie, comme les hérétiques, les sorcières, les nomades. La part maudite que porte le corps forain vient des cultes païens, du chamanisme, des Roms et des Gitans venus de l'Inde, en passant par la Perse. Des forains d'Europe qui se donnent en spectacle sur les parvis des églises et des champs de foire. C'est le refoulement d'un corps qui échappe à la classification moderne qui se met en place à partir du Moyen-Âge et son Inquisition. Les chambres des merveilles, les cabinets de curiosité, les exceptions et les monstres, le cirque comme image enfantine et infernale du monde. Les pratiques occultes, l'alchimie, l'ésotérisme, refluent vers les marges de la société. Le spectacle du cirque du monde devient clandestin pour échapper aux persécutions. Les signes religieux s'inversent, la croix à la roue, le pendu des tarots, corps forain, corps subversif, royaume noir et lumineux, et rose du diable. Avec Yann Fabre, Romeo Castellucci, François Tanguy, Johan Le Guillerme, une autre vision foraine du Festival d'Avignon 2008. Je me prends comme cobaye, je cherche à développer mes capacités, qui sont, puisque je suis un homme, les capacités des hommes. Donc d'essayer de faire des expériences avec moi-même et de voir jusqu'où je peux aller. Johan Le Guillerme. Vers quoi je peux aller. Et surtout dans les pratiques minoritaires, puisque les pratiques minoritaires sont une pratique circassienne si elle est dans l'espace des points de vue, c'est-à-dire l'espace du cirque, un espace où tous les points de vue sont là, voire des points de vue contraires, où l'espace est totalement cerné, contrairement à une scène frontale où il n'y a qu'un devant. Je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, l'ensemble de mon travail, c'est de créer du chaos mental. C'est-à-dire par le fait, je crée le chaos mental parce que je montre des choses qui sont du domaine des pratiques minoritaires. Donc, je pense que les pratiques minoritaires ont du sens dans l'espace de point de vue et c'est ce qui fait cirque. Et que ces pratiques minoritaires, elles ont la capacité de créer le chaos mental parce que ce sont des choses qu'on a peu l'habitude de voir ou qui ne se font pas ou qui ne se font plus. Et comme l'homme est curieux, ça l'intéresse. En même temps, ça lui apporte des repères nouveaux dans des repères installés. Et le temps que ces nouveaux repères trouvent leur place et réajustent l'ensemble de ses connaissances, vu qu'une nouvelle information va devoir bousculer un peu toutes ces informations, ne serait-ce que d'une manière infime. Et le temps de cet ajustement, c'est créer l'émotion, qui est une distorsion du temps.
qui me plaisait dans le cirque, c'est que c'était ce monde où les choses avaient lieu en vrai. Adrienne Larue. Par exemple, je suis en train d'écrire mon prochain spectacle sur les tarots et on me disait, dans le banquet, on va mimer. Je dis, tant que ce sera sous mon chapiteau, il n'y aura pas de mime sous mon chapiteau. Parce que ce qui m'a attiré, c'est peut-être une vision sectaire, mais c'est que les choses arrivent en vrai. D'où toute l'ambiguïté de longe, pas de longe. Tu vois, ça nous emmènerait très loin entre les animaux. Bon. C'est-à-dire, mais quand même, je suis attirée par le réel. Donc, quand on a attaqué le Shakespeare, je me disais, ce royaume où on ne laisse pas venir lire, il est rejeté par cette fille. Donc, ces filles sont des démons. Si tu relis vraiment la malédiction, ça parle toujours de serpents. On est dans une alchimie. Et je me disais, si j'ai la chance avec le cirque, la grande supériorité que j'aurais sur le théâtre, c'est de faire venir des chevaux et des éléphants. Au-dessus de ça, mais je me disais, si Cordelia était sur un trapèze, donc celle qui n'a rien, et que l'horreur de ce monde capitalisé, de la méchanceté, de la cruauté, ça sera le rapport. Alors tu vois, c'est très ambigu ma pensée là-dessus. Plus Shakespeare, donc on s'est dit, moi je veux faire une des deux filles. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais c'est rare que je dise je veux faire ça dans telle pièce. Mais là je me dis, je vais monter un numéro d'éléphant. Et puis le copain Cavalier avec qui on travaillait déjà, Bruno Boiliveau, je vais le mettre en travesti shakespearien, donc ça sera ma sœur. Donc je vais arriver à quand même une espèce de violence qui fait partie comme peuvent l'être les clowns dans leur grimage jadis, puis ça revient avec toutes les femmes actuelles, les jeunes femmes qui font le clown maintenant. Donc voilà, c'était venu d'une idée de si j'ai la chance, et puis j'ai pas la chance, j'ai assez travaillé pour avoir un chapiteau qui était un katma, donc on pouvait avoir des animaux. Je pensais que la violence et le rejet shakespearien, il n'y a que des animaux qui pouvaient porter cette terreur-là. Le premier spectacle, c'est un truc de fou furieux. On est monté là-haut, on a fait du trapèze, on voulait montrer qu'on était capable de faire du trapèze, donc il n'y avait pas de récit. Voilà, basé sur rien, si ce n'est la structure et le trapèze. Stéphane Ricordel, Les Arceaux. Le deuxième, on s'est posé un peu plus de questions, on a commencé à conceptualiser un peu plus, donc la bulle, la structure, dire il faut être un peu plus puissant dans notre truc. Une petite peur quand même, de ne pas être capable de faire un spectacle nous-mêmes, donc de s'entourer, de prendre un œil extérieur ou un élément extérieur, qui était à l'époque un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Hervé Lelardou. Mais toujours est-il que sur Cayassine, on arrive et lui, il a besoin, en tant que metteur en scène, a besoin de s'appuyer sur un texte pour pouvoir construire son histoire à lui. Nous, on ne comprend rien du tout. Alors, les villes invisibles arrivent parce que ça c'est assez facile. Italo Calvino, c'est quand même visuel. Quand tu lis, tu as des images assez fortes. Que les villes invisibles, ça parle de quelque chose de concret. Ces gens qui habitent là-haut, ces gens qui habitent en bas, ces gens qui sont complètement différents, qui habitent dans des villes complètement différentes. Donc le texte a aidé à mettre en scène ce spectacle, a aidé Hervé à avancer avec nous. Nous, on l'a laissé faire parce qu'on avait besoin que lui avance avec nous pour qu'il nous donne des indications et qu'on puisse travailler ensemble. Mais tout ce que lui avait pris du texte comme référence, à un moment où on a été obligé de l'enlever, parce que nous, on ne s'y ressentait pas dedans, non pas parce que c'était pas ce qu'on aimait, et que le texte correspondait pas, parce que finalement, il correspondait. Parce que finalement, ce qu'on a fait, c'était effectivement une des villes invisibles de Italo Calvino, mais il n'y avait pas besoin des mots, il n'y avait pas besoin du texte. Dans le cirque, il y a des numéros comme ça où on risque sa vie. Alexandre Romanès. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que les mystiques font la même chose ? Ils risquent leur vie, ils donnent tout, quoi. Il n'y a pas de filet, il n'y a pas de protection. Des siècles avant notre ère, l'Inchine invente le pictogramme de l'acrobatie. Cérémonie sacrée et voltige, anneau initiatique des Tang. L'Occident moderne voit arriver ces étranges caravanes, ces divinations et ces manipulations de sabres et de fleurs fabuleuses venues des cours impériales. Nains, contorsionnistes, animaux au pouvoir inconnu, viennent de l'au-delà du monde, éclairés de leurs numéros de chaises en équilibre, l'Europe à peine sortie de la grande peur barbare. Pascal Jacob. Dans les siècles qui suivent, vont s'ouvrir les premières routes de la soie. Et ce sont des routes commerciales qui vont être étirées entre l'Extrême-Orient, la Chine, notamment la Chine du Nord,
et les confins de l'Europe, donc les premières frontières de l'Occident, que ces routes de la soie vont traverser l'Asie centrale, et qu'évidemment, c'est le moment, c'est presque une ligne directe pour une sorte d'échange, de partage des savoirs. Et c'est là où on croise évidemment une autre histoire, c'est celle des migrations de Tziganes, qui à partir du 9e et 10e siècle, donc finalement on est à peu près dans les mêmes temps, vont commencer à partir de l'Inde, du Pakistan, et effectivement des confins de la Perse, et migrer très lentement vers l'Europe, vers un Occident là beaucoup plus précis. Alors, le lieu de fusion, c'est les chantiers des cathédrales, sans aucun doute. Parce que c'est un moment fort, évidemment, où là aussi, de la même manière que les caravanes représentent un formidable public captif, les chantiers de cathédrales qui peuvent durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, quelquefois davantage, occupent des familles entières. Donc une vraie population, pour le coup, là c'est une véritable ville qui s'installe au pied d'un édifice, et il y a nécessité à un moment donné aussi de se divertir du travail quotidien, avec une certaine tolérance d'ailleurs de la part du pouvoir religieux, même si elle est relative, et le meilleur témoignage, la meilleure preuve que l'on a, c'est la statuaire médiévale, qu'elle soit romane ou gothique, qui reprend des formes acrobatiques qui sont statufiées pour l'éternité, et qui là, et c'est sans doute là ce moment clé peut-être, c'est à la fois un moment de fusion et c'est en même temps un moment de dénomination aussi peut-être du mal, et je pense que la diaspora saltimbanque, même si elle est encore en devenir, va être largement victimisée à ce moment-là, parce que notamment la figure du contentionniste, c'est le démon. Et on trouve dans des chapiteaux romans ou gothiques un peu plus tardifs, on trouve des figures de contentionnistes qui, pour nous, sont tout à fait admirables en termes de représentation acrobatique, mais qui représentent en fait la damnation, en gros, ou à peu de choses près. Donc il y a à la fois tolérance, acceptation, découverte, mise en œuvre d'un répertoire, et en même temps rejet. Et là, il y a quelque chose de tout à fait fort. Et les grands chantiers de cathédrales, notamment les grands édifices gothiques, correspondent à peu près au moment où les Tziganes commencent à intégrer en fait les territoires occidentaux aux alentours donc du XIVe siècle. Enzo Traverso. Cette figure de l'altérité, une altérité qui, non seulement il faut stigmatiser, mais éventuellement éliminer, est tout à fait parallèle, ou peut-être est engendrée par la mise en place d'un pouvoir politique. Au Moyen-Âge, c'est le pouvoir de l'Église comme pouvoir temporel, et puis à la Renaissance, le début de l'absolutisme et la mise en place, disons, sous des formes encore embryonnaires de ce qu'on appellera plus tard l'État-nation, mais disons un pouvoir politique qui doit homogénéiser un corps social au-dessous de ces institutions et de ces structures, et qui doit inévitablement expulser de ce corps social toutes les figures qui ne peuvent pas être compactées dans cette communauté. Et ces figures, évidemment, varient au fil de l'histoire,
Au Moyen-Âge, par exemple, les hérétiques sont une figure de l'altérité par excellence, parce que les hérétiques sont porteurs d'un savoir, on pourrait dire déjà avec un anachronisme d'une utopie, en tout cas d'une vision du monde qui se heurte à l'idéologie dominante. Et donc les hérétiques doivent être combattus et ils deviennent des ennemis. Évidemment, il faut garder toute une série de spécificités de chaque groupe, de chaque minorité, qui peut être de type religieux ou qui peut être porteuse d'une spécificité de type culturel, de pratique sociale. Ça varie beaucoup et donc c'est difficile d'utiliser des catégories qui sont trop généralisantes, disons. Mais quand même, je crois qu'il y a quelques lignes de force qui se dégagent et qui permettent d'établir des passerelles et de faire des rapprochements. Bon, les sorcières sont accusées de copuler avec le diable. Donc, elles sont porteuses d'une culture qui est subversive et qui s'oppose à l'ordre établi. Et c'est la raison pour laquelle elles ne peuvent pas être. Donc, il y a une interprétation de la sorcellerie comme culture populaire opposée au pouvoir, subversive et donc incompatible avec ces structures d'un pouvoir politique qui est en train de se mettre en place et qui a une idéologie qui est normative. Alors, il y a d'autres figures de l'altérité, les tziganes par exemple, qui ne rentrent pas dans ce schéma, disons, mais participent d'une mise à l'écart de tous les groupes qui présentent des formes de culture ou un style de vie qui est hors norme. Bon. Les tziganes, comme les hérétiques au Moyen-Âge, sont des vagabonds, sont des déracinés. Frappés du sceau des hommes infâmes, les tziganes ont toujours été le miroir, le miracle de la rose de Jean Genet. Il rêva d'un cirque avec Alexandre Romanès, né Bouglione, son ami circassien, en souvenir d'Abdallah qui tomba du fil et pour qui Genet écrivit Le Funambule. Est-ce que ça n'a pas joué quand même un rôle dans le fait que vous veniez d'une famille qui est quand même gitane? Est-ce que ça n'a pas joué? Mais si, ça a joué, bien sûr. Parce que du coup, il m'a mis un peu avec les Arabes et les Noirs, quoi. Oui. Bon, il est vraiment complètement du côté des Noirs et des Arabes, et des pauvres. Oui, oui. Il m'a demandé beaucoup de choses sur ma famille. Il a fait un arbre généalogique de ma famille que j'aurais été même pas capable de faire. Quel rôle dans ce croisement assez inattendu le cirque a joué, sa fascination pour le cirque, qui rejoint sa fascination au fond pour tout ce qui est minoritaire d'ailleurs, pour tout ce qui est à côté, en dehors. Quel rôle ça a joué? C'est-à-dire que je sais que vous avez eu même un projet, une esquisse de projet de cirque. Quel rôle ça a joué dans votre rencontre? Ben lui, il aimait beaucoup Grock. Le clown Grock. Ça, c'est vrai que c'est peut-être je pense que dans tous les artistes connus de l'époque, c'est celui qui l'avait le plus impressionné. Il vous a accompagné dans votre vie de cirque de cette époque-là, alors, en fait? Alors, moi, je faisais mon numéro dans la rue. J'étais pas dans un cirque. Et donc, tous les deux, on avait imaginé un spectacle de cirque. On prenait des notes tous les jours. On notait ça sur des affiches, au dos des affiches, qu'on punaisait dans sa chambre. Il y en avait un peu partout.
Et on était sur le point d'arriver à quelque chose. Et quand j'ai senti qu'on allait y aller, c'est moi qui ai refusé. J'ai pas voulu. Je sortais du cirque de mes parents, c'était assez lourd, c'était quelque chose de pénible. Et je me sentais pas refaire du cirque tout de suite. Donc j'ai laissé tomber. Et ce qui était bête, c'est que j'ai pris toutes les affiches où il y avait tout. Il y avait marqué, il y avait plein de belles idées, plein de belles choses. J'ai tout mis à la poubelle. Un signe noir, je crois, c'est ça ? Il y avait un signe noir, il y avait un pur sang arabe. Dans le programme, il y avait une danseuse de flamenco, un jongleur qui jonglait en flamenco aussi, et puis 2-3 acrobates marocains, une trapéziste et moi qui faisais 2-3 numéros. Et c'était tout. Mais il y avait bon, ça c'était les ingrédients, les personnages, mais il y avait beaucoup de choses dedans. Et c'était très joli. Et un tout petit chapiteau. Vous savez quelle est la plus grande insulte dans les tribus gitanes ? C'est pas va te faire voir ou ceci ou cela, c'est de désigner quelqu'un en disant c'est un mort. C'est le mot que vous entendez partout dans les tribus gitanes et c'est la plus grande insulte. C'est de dire à quelqu'un, s'il y en a une deuxième, c'est que t'as pas le sang des anciens. À partir donc du XIVe siècle, puisque c'est le moment où les premiers tziganes vont entrer notamment dans les zones territoriales qui sont aujourd'hui considérées comme la Belgique et la France, à partir de ce moment-là, on peut supposer qu'ils amènent avec eux des savoir-faire qui sont issus évidemment de ces partages de sens et de techniques, notamment rencontrées sur ces routes de la soie, mais pas seulement évidemment. Et ces savoir-faire qui sont une sorte de complicité avec des animaux plutôt rustiques, des ours, des chiens, des singes, des chevaux aussi, qui ont la maîtrise d'un certain nombre de savoir-faire en termes de manipulation, en termes d'équilibre. Ces éléments-là vont évidemment contaminer de façon tout à fait positive une tradition saltimbanque qui, elle, serait issue davantage des savoir-faire égyptiens transmis aux Grecs. Et donc là, évidemment, on est dans une ligne beaucoup plus directe pour ce qui concerne le socle de l'acrobatie occidentale. Toute l'acrobatie, toutes les formes acrobatiques, l'acrobatie pure, l'acrobatie au sol, donc évidemment ça l'équilibre, la contorsion, etc., relève en fait, il y a pratiquement 5000 ans en arrière, peut-être même davantage, d'une succession de rites d'imitation des animaux. C'est-à-dire que pour des communautés de chasseurs, avant que la civilisation ne passe d'une société de chasseurs à une société de cueilleurs, d'agriculteurs, d'une société nomade ou de sociétés nomades au pluriel à des sociétés sédentaires, les groupes, évidemment, se nourrissaient exclusivement ou quasiment exclusivement de cueillettes aléatoires et de chasse. Et à partir de ce moment-là, l'acrobatie trouve là son premier terrain de formulation, puisque très vite, pour être certain de chasser le plus grand nombre de proies possibles, et surtout les bonnes, eh bien, on va invoquer les dieux. Et pour que les dieux comprennent bien ce que l'on souhaite chasser, eh bien, il va falloir leur montrer. Et donc à partir de là, les premières sociétés de chasseurs, et notamment on trouve ça dans les premières dynasties archaïques chinoises, et avant, ces sociétés de chasseurs vont imiter les animaux. C'est-à-dire qu'elles vont s'imprégner à la fois sur un plan symbolique, métaphorique, mais en même temps aussi sur un plan tout à fait naturaliste, c'est-à-dire qu'on va s'orner de fragments d'animaux, de peau, de fourrure, de cornes, etc., de sabots. On va aller le plus loin possible dans la capacité d'assimilation de l'animal
pour que les dieux soient bien compris qu'on veut chasser des oiseaux et pas des antilopes, ou des antilopes et pas des serpents, etc., etc. Et donc, à partir de là, le chasseur va assimiler un répertoire, un langage. Il va coller le plus près possible à la réalité de l'animal, il va l'exprimer. Et donc, on va utiliser la force, la rapidité, l'agilité, la souplesse. Ce sont des qualités qui sont celles des animaux la plupart du temps que l'on souhaite chasser, mais qui sont aussi celles de l'acrobate. Et il y a un phénomène presque de transformation qui va donner évidemment là à l'acrobatie une puissance extraordinaire. Parce que au départ, c'est certainement extrêmement chorégraphié et relativement simple, mais on est dans des formes d'émulation. Les groupes de chasseurs vont aller de plus en plus loin dans la logique de représentation de l'animal. Ça va devenir quelque chose de tout à fait détaché par rapport à l'objectif premier. Et quand les sociétés vont devenir sédentaires, eh bien, on n'aura plus besoin d'invoquer les dieux pour chasser, mais en revanche, on va conserver les danses qui vont petit à petit devenir des formes spectaculaires, se déconnecter du quotidien, accéder à une forme d'art de cour, ritualisé, codé, sacralisé aussi dans une certaine mesure, mais qui vont déboucher sur une forme spectaculaire donnée à un public et non plus forcément reliée aux dieux. Mais implicitement, elles le sont. L'homme est un animal, l'homme est une machine, l'homme est un souffle. Il conserve ce qu'Abby Warburg a appelé les images survivantes. Une généalogie de fossiles prêts à revivre et que les rituels Hopi réactivent dans les corps forains. L'historien a vu le serpent contorsionniste revivre, le reptile dansant dans les vertèbres du clown amérindien. Philippe Alain Michaud. Et le rituel du serpent qui a lieu au mois d'août dans les villages indiens, dans les villages Hopi de la Black Mesa, alternativement dans un village et dans un autre, a cette fonction de convoquer les puissances de la nature à travers l'intermédiaire que constitue le serpent, qui analogiquement représente l'éclair et donc la décharge fulgurante qui annonce la pluie. Donc pour Warburg, l'idée c'est de montrer, de produire une analyse de sa propre activité d'historien de l'art. Et puis ça c'est le sens qu'il ressaisit en 1921 de son voyage. Mais le sens explicite de son voyage, tel qu'il se laisse découvrir en filigrane de la conférence, mais qui était le but explicite de sa démarche en 1895, c'était de réfléchir sur la Renaissance florentine à la lumière des rituels indiens. Parce que le lointain, pour lui, pouvait devenir une métaphore d'interprétation du passé. Alors, en fait, Warburg voulait aller voir le rituel du serpent, mais il n'a pas assisté au rituel qui se passait donc en plein été. Et lui, il est resté dans la zone de la Black Mesa au printemps. Alors, le rituel du serpent l'intéressait pour un certain nombre de raisons. C'est une sorte de nœud de signification. Comme il y a des nœuds de serpent, il y a des nœuds de signification. Et il y a certainement l'ombre de Nietzsche derrière cette question du serpent. Notamment, Warburg a certainement pensé à Zarathustra, à cet épisode du berger qui s'endort la bouche ouverte et qui, dans la bouche duquel un serpent entre. Et Zarathustra passe et voyant le berger en convulsion sur le sol, lui dit de mordre la tête du serpent, ce que le berger fait, il se relève transfiguré et se met à danser. Alors ça, pour Warburg, ça ne pouvait pas ne pas entrer en résonance avec les images des danseurs indiens circulant sur la place du village de Horaïbi ou de Walpi, alternativement, avec un serpent placé, un serpent venimeux, placé dans la bouche. Alors, ça renvoyait certainement à cette image de la transfiguration nietzschéenne. Ça renvoyait certainement aussi au monogramme du mouvement. C'est-à-dire que les danseurs qui se déplacent dans une danse lente sur la place du village avec un serpent qui se tord entre leurs lèvres sont comme une sorte de construction de l'image même du mouvement. Et pour Warburg, ça ne pouvait pas ne pas renvoyer à la forme serpentine. Dans tous les théoriciens de l'art du XVIe siècle, du XVe et du XVIe siècle, à commencer par Albert
Alberti, dans leur préconisation pour représenter le mouvement, stipulent que les artistes doivent utiliser ce que Alberti et tous les théoriciens de sa suite appellent la forme serpentine. Et pour lui, cette image du danseur indien avec un serpent entre les lèvres renvoyait à la construction de la figure en mouvement. Mais en fait, dans le rituel du serpent, il n'y a pas d'intervention, à ma connaissance, de clowns danseurs. Hein. Les clowns kachina qui sont très inscrits dans la tradition des rituels Hopi, ou enfin dans toutes les ethnies indiennes de la région, on retrouve ces figures de clowns. En revanche, Warburg a assisté à leur performance quand il assistait à la danse des kachina. Donc, au moment où il voit les danseurs incarner à la fois des figures d'ancêtres et puis les jouets, les petites poupées kachina avec lesquelles les enfants jouent, qui sont à la fois des objets usuels de la vie quotidienne des Indiens et puis des représentations des ancêtres extrêmement codifiées. Il y a des centaines de kachina différentes. Donc au moment où il assiste à ce rituel, brusquement, il voit au milieu du rituel faire éruption des clowns qui perturbent le rituel avec des lazzi, des gestes obscènes et des gestes autodestructeurs. Et pour Warburg, là encore, il y a certainement une référence nietzschéenne qui a interféré. Au milieu de la danse kachina, ce qu'il voit, c'est l'éruption du drame satirique. En 1895, juste avant de commencer son voyage, d'entreprendre son voyage en Amérique, Warburg avait publié un texte consacré aux intermezzi montés, enfin au spectacle qui avait été monté à l'occasion du mariage de Ferdinand de Médicis et de Christine de Lorraine à Florence en 1589. Et donc il fait une analyse extrêmement détaillée de ces intermezzi qui étaient des spectacles dans lesquels était montée une pièce de théâtre qui était permutable. Ça pouvait être une pièce était montée un jour, le jour suivant c'était une pièce différente. Et au milieu de cette pièce, chaque acte de la pièce était scandé par des intermezzi, des intermèdes, dans lesquels, sans relation narrative avec la pièce qui leur servait de véhicule, étaient représentées des scènes à caractère mythologique. Donc cette idée de l'intermezzo, en fait, est réinscrite dans la danse des kachina à laquelle assiste Warburg. Et son expérience des rituels indiens lui servait en fait à voir une sorte de résurrection des intermèdes sur la scène indienne, en quelque sorte. Et donc ce qu'il voit se produire au milieu de la danse kachina, qui était une sorte de reproduction des intermèdes, enfin c'est du moins comme ça qu'il les voit et qu'il les intermètre. Il voit surgir les clowns indiens qui sont comme la résurrection du drame satirique au milieu de la représentation classique. En fait, la leçon de l'éruption du satire sur la scène de la tragédie, telle que la décrit Nietzsche dans la danse de la tragédie, c'est le satire qui vient expliquer aux spectateurs et aux auditeurs de la tragédie l'inanité de la condition humaine et l'inexistence du principe d'identité. C'est la leçon du drame satirique, c'est ça, c'est anéantir le principe d'identité. Et probablement, c'est ce
c'est ce que dans les gestes d'autodestruction des clowns danseurs, gestes parodiques Warburg voit ressurgir la leçon du drame satirique chez Nietzsche, qui est en fait au cœur de la tragédie. Pour Nietzsche, le dispositif de la tragédie, c'est un voile jeté sur cette expérience insoutenable qui est celui de l'anéantissement du principe d'identité. Et probablement le fait que les clowns, que ce soit des clowns qui soient chargés, comme c'est un satire qui est chargé de le faire sur la scène de la tragédie, que ce soit des clowns qui soient chargés de véhiculer cette leçon de l'anéantissement du principe d'identité, est une piste pour comprendre ce qu'il en est de la culture de la comédie dans la tradition occidentale. Et peut-être la comédie est-elle le lieu, enfin la culture de la comédie est-elle le lieu où se trouve mis en question le principe d'identité. Romeo Castellucci et la Societas Raffaello Sanzio ont transfiguré la matière, les chairs et les corps. Clown vampire, phénomène de foire, Christ satanique, lanterne magique, squelette et embryon irradiés, tout un univers atrophié de mutants sous des cages de verre, de sacrifices et de passages sur une piste de cirque où les ombres reviennent comme des fantômes de morts vivants. Avec la divine comédie foraine, on transhumanise, à travers les cercles et les visions de Dante, le diable au centre du monde. Romeo Castellucci. Dans les voyages de Dante, parce que la Divine Comédie, c'est un voyage, c'est un parcours, il s'agit d'un chemin qui a son point de départ dans l'obscurité à travers les trois royaumes jusqu'à la lumière du paradis qui devienne obscurité inversée, parce que c'est une lumière qui est aveugle. Et donc il y a un parcours, il y a évidemment même un parcours dans la chair humaine, la chair animale qui se trouve dans l'enfer. Et le chemin, c'est un chemin désincarné, et donc de plus en plus l'homme est désincarné. Et donc c'est vrai qu'à l'inferno, il y a plutôt cette forme de confusion, de fusion entre la chair animale et la chair humaine. Il y a plusieurs métamorphoses, il y a les corps. C'est le corps de l'animal, c'est le corps de l'homme, et tous les deux ensemble. C'est vrai que l'animal, la bête, c'est dans l'enfer. Parce que Lucifer même, c'est comme une bête mouette en ce cas-là. Il y a plusieurs fois des références avec les animaux, avec la langue des animaux. Donc il verse. Dante, à un certain moment, ne comprend pas le langage, parce que le langage, c'est devenu du bruit. Et donc il y a un fleuve de chair, un fleuve de bruit, du langage qui est tombé dans le bruit. Le purgatoire, quelqu'un a nommé le purgatoire il canto della terra, le chant de la terre, parce que c'est vrai que il s'agit d'une représentation du monde de la réalité. Il y a une doublure de la réalité. Et les condamnés sont condamnés à vivre la doublure de la vie qu'ils ont vécue sur la terre. Et il s'agit donc d'une représentation de la vie.
mais c'est qu'une représentation. Les condamnés sont obligés à regarder tout le temps des représentations, qui Dante appelle exemples. Ce sont des représentations qui sont sculptées dans la rocher, et Dante a la sensation que cette forme sculptée dans le marbre, dans la pierre, se bouge comme un véritable cinéma, un cinéma de pierre. C'est un système, et c'est vrai que c'est d'une certaine façon c'est de la technologie théologie, parce que c'est un système de sphères. Il y a un mécanisme, il y a le primo mobile, tu sais, il y a 9 ciels qui tournent comme une horloge, dans un mécanisme. Et à la fin, il y a les moteurs, parce qu'il s'agit d'un moteur, donc d'une véritable technologie, peut-être la technologie, dans laquelle toutes les idées à propos de la technique, on trouve l'origine dans cette idée. Il y a l'Empireo, où l'Empireo, c'est la siège, le lieu de Dieu, et c'est immobile. Mais cette immobilité, c'est le point pour donner le mouvement à tous les ciels, les 9 ciels. Un mouvement, est-ce que tu vas aussi le mettre en diagonale, enfin ou le condenser ou le détruire même, qui est le mouvement particulier de la Divine Comédie, il n'y a même pas de traduction en français, oui, qui est le transhumanal. Transhumanal, significar per verbo non si può rien. Oui, sont des phrases magnifiques, parce que ce sont des phrases que Dante utilise plusieurs fois, parce que Dante, la chose plus étonnante pour moi, c'est que Dante, il voit la représentation, tout ce qui se passe devant lui, il voit, mais en même temps, il est vu. Il est vu dans la représentation. Ça, c'est une invention puissante. Dante a posé soi-même autant qu'artiste. Donc l'artiste est dans la représentation. Il y a une figure, c'est-à-dire qu'à un moment il atteint, et ça on la retrouve aussi dans d'autres de tes spectacles, il atteint le centre du monde. Et le centre du monde, c'est là où se niche le diable en fait, et qui est le dernier, enfin qui est le cercle, l'ultime cercle excrémentiel en fait. Oui, c'est l'anus du monde, de Lucifer, bien Lucifer. sûr. À partir il sort de l'enfer à travers les jambes et l'anus de Lucifer. Et après, il y a les étoiles. Johan Le Guilherme. Déjà, comme je disais, je travaille exactement dans le même espace.
vraiment le même espace avec une entrée et un vomitoire qui permettait justement à pouvoir faire sortir les chevaux et rentrer les lions, par exemple, et qu'ils ne se croisent pas. Et puis de chercher des choses qui ne se font pas ailleurs, que l'homme ne peut pas voir ailleurs, de manière à l'intéresser et que finalement l'espace dans lequel il est installé, qui est un espace où toutes les assises convergent vers le centre, et du sens, puisque à mon avis, donc c'est ce qu'on doit montrer dans l'espace des points de vue, sont des choses qui ont la capacité de créer l'espace des points de vue. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, des choses rares qu'on n'a pas l'habitude de voir, et que si elles sont installées dans une rue où il n'y a pas de gradin ou de chaises qui convergent vers le centre, les gens vont naturellement former cet espace. Peut-être ce côté minoritaire, c'est ce qui nous rassemble tous, le point commun qu'on a tous. Et c'est d'ailleurs le thème du dernier projet, donc Attraction, où la base du projet, au cœur du projet, est un observatoire autour du point. À un moment, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'était un minimal ? J'ai choisi le point comme minimal et je l'ai observé pendant un peu plus d'1 an à partir de mon regard, qu'est-ce que je pouvais voir dans le point, de quoi il était composé, et surtout je voulais le regarder entièrement, vu que je me suis aperçu très vite que quand je regarde un point, il me cache toujours quelque chose que je ne vois pas et qui est caché derrière ce que je vois, c'est-à-dire la face cachée de ce point, de ma vision. Donc je me suis mis à tourner autour, à le tourner, à développer des techniques pour le regarder entièrement, soit à le déployer, soit à le regarder d'une manière explosive en entrant à l'intérieur. Enfin, j'ai développé plein de tout ce que je pouvais imaginer. Et ça a créé une sorte de culture, de connaissances, qui nourrit aujourd'hui l'ensemble de mes travaux. Il y a un travail qui se fait sur l'exploitation des capacités, de mes capacités physiques, et puis ensuite l'exploitation des capacités qui sont en dehors de mon physique. Mais le travail, c'est le même, c'est un travail sur la matière. Et ces deux matières qui sont semblables. Enfin, je suis fait à peu près... j'ai beaucoup de points communs avec la table ou avec le verre d'eau. Et pour moi, c'est exactement la même direction, sauf qu'il y en a un qui est en dehors de ma matière, et puis il y en a un qui est dans ma matière. Et et puis ensuite, donc, quand on observe ce minimal, finalement on observe une nature minimale, qui est le point, et puis on rencontre des domaines scientifiques multiples. Enfin, probablement on peut rencontrer tous les domaines scientifiques quand on observe le point, puisque finalement les scientifiques observent une nature peut-être moins minimale, mais puisque l'on peut trouver le point dans n'importe quelle matière, enfin dans n'importe quel élément, on peut retrouver les mêmes observations dans des choses plus complexes que le point, en fait. Puisque ce qui m'intéressait dans l'observation du minimal, c'est que je me suis dit que si j'arrivais à comprendre de quoi était fait un minimal, c'était une bonne base de compréhension du monde, et que je pourrais retrouver ce minimal dans n'importe quoi, qui serait au moins là dans n'importe quoi. He is a verge, good and
L'univers circassien est avant tout celui de la transmutation des formes. C'est l'éternel retour dans le cercle de la bête, de la technique et de l'homme. Les Wunderkammer, ou chambres des merveilles de la Renaissance, furent les laboratoires de ces encyclopédies de la nature qui devinrent cabinets de curiosité, entresorts de cirque, baraques foraines, expositions des monstres. Patricia Falguière. Une vraie Wunderkammer, c'est un dispositif d'intelligence du faire humain en confrontation avec le faire de la nature. Et en bon aristotélicien, on récolte non pas seulement les objets exemplaires produits par la nature et l'art, mais aussi les déficiences, les faillites, les échecs, les catastrophes, les monstres. Et il ne faut pas oublier que dans le monde aristotélicien, il y a place pour les monstres. Eh bien, la nature ne va pas toujours au bout d'elle-même, elle est bourrée d'accidents, enfin la nature sublunaire justement, par opposition à la nature supracéleste. La nature sublunaire est un monde de contingences, d'accidents, de catastrophes. Les vaches peuvent voler des veaux à 6 pattes ou à 2 têtes. Il y a des accidents, des éruptions volcaniques. Il y a des enfants avortés. Tout un tas de catastrophes qui prouvent que la nature ne mène pas toujours à bien ses propres mouvements. Et c'est là qu'intervient l'art. L'art est mimétique en ceci qu'il accomplit, il achève ce que la nature ne mène pas toujours à bien. Et c'est ça la mimésis. Nous l'avons oublié parce que nous avons une approche beaucoup trop restrictive de la mimésis. On croit que c'est une question de représentation. Non, c'est le faire humain en ce qu'il vient accomplir et mener à bien les tâches que la nature n'effectue pas toujours. Ce qui veut dire, qui est fantastique si on y réfléchit bien, parce que ça veut dire que dans le contexte aristotélicien, eh bien, la technique est absolument naturalisée, parce que la nature n'est pas toujours naturelle. Ça me paraît fondamental. Donc, dans ces espèces de machines philosophiques que sont les Wunderkammer, eh bien, vous avez donc ars et natura, les fruits exemplaires du travail de la nature et du travail de l'humanité, et les catastrophes non moins exemplaires, les échecs, les avortements, les mirabilia. Je crois que ça, c'est une chose absolument fondamentale qui explique que ces collections-là, qui sont des espèces de prototypes intellectuels, de prototypes philosophiques destinés à des princes, apparaissent dans la seconde moitié du XVIe siècle, dans un contexte d'explosion et d'éclosion de l'aristotélisme. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment la fin du XVIe siècle qui est le plus grand moment de l'aristotélisme en Europe, où c'est le moment où on a le plus édité Aristote, commenté, traduit, les commentateurs, tous les commentateurs, les Grecs, les Latins, les Arabes, les médiévaux, les antiques, etc. Bon. Et c'est pourquoi ces objets sont des objets d'avant-garde. Ces objets, j'entends, ces collections sont des collections d'avant-garde de ce point de vue. Ils sont à la pointe, la fine pointe de l'évolution et de la philosophie naturelle et du déploiement des arts, au pluriel, de la Renaissance. C'est-à-dire que ces collections contiennent des collections formidables d'objets d'ingénierie. Ce sont aussi des théâtres de machines. Donc tous les gadgets, les automates possibles s'y trouvent en toute logique, puisque il s'agit aussi de démontrer toutes les puissances du faire humain. Et donc parmi ces puissances de la productivité humaine, il y a les machines, qui sont un des grands moments, si j'ose dire, de toute visite. Toute visite de la Wunderkammer suppose la mise en marche des automates. Johann Le Guillerme. Alors, la monstration, c'est je dis toujours une sorte d'exposition parce que je ne la conçois pas comme une exposition. Parce que en fait, je construis des outils qui
peuvent permettre aux spectateurs de... Donc je construis des outils qui ont un aspect esthétique, parce que ce sont des constructions physiques, quoi. Mais l'esthétique m'importe peu à propos de l'outil. Ce qui m'intéresse, c'est que l'outil qu'on puisse l'user, quoi, que le public puisse le manipuler. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il entre dans l'outil, dans ce que l'on peut voir quand on le manipule. Et là, on entre dans un cirque mental, en fait. Monstration, pour moi, c'est un cirque mental. Et quand le public il y a des petites notices sous forme de vidéos courtes qui permettent de savoir à quoi et comment on peut utiliser ces outils. Et une fois qu'on a cette notice, on peut manipuler les choses, et à ce moment-là, le mental va faire son travail, va reconnaître des choses, va circuler dans les outils. Et c'est plus du tout l'aspect esthétique extérieur qui est intéressant, c'est tout ce à quoi peut servir l'outil. Comme une paire de jumelles permet de voir très loin, les outils permettent d'autres choses, de voir d'autres choses. Je définis mes recherches comme je développe la science de l'idiot, donc la science de celui qui ne sait pas, mais qui tente le savoir avec l'expérimentation. Et quelque part, je fais travailler la matière. Donc plus ma matière intérieure, mais la matière qui est extérieure à moi. Donc ça aussi, c'est une direction pour me soulager physiquement, peut-être. Comme un trapéziste pouvait devenir dompteur quand il était trop cassé. Et en même temps, est-ce qu'il y a un aller-retour ? C'est-à-dire que, est-ce que ce qui se passe donc dans ces formes comme ça, laboratoire installationniste, est-ce que c'est déjà arrivé, ou qu'elles reviennent à l'intérieur de la piste, en fait, dans vos spectacles ? Vous intégriez... Toute la matière du spectacle, ce sont des choses des phénomènes que j'ai rencontrés dans mes recherches. Enfin, tous mes projets sont issus de cet observatoire autour du point. Le spectacle est conditionné et inspiré de cette recherche, puis comme je disais, c'est une culture qui m'habite et qui existe dans tout ce que je fais. Donc j'ai repéré des phénomènes que j'ai tenté de maîtriser et de montrer dans un spectacle. Monstrations sont des choses aussi que j'ai rencontrées dans cette recherche, et que c'est une partie que je ne pouvais pas exploiter en spectacle, mais j'avais un intérêt de le montrer, parce que ça montre des choses étranges et que je trouve intéressantes, et j'ai envie de le partager. Donc j'ai construit ces outils pour que le public puisse en avoir une perception. Et la mode, donc ce phénomène de cirque minéral et végétal, est un élément à la base qui est microscopique dans l'ensemble de la recherche, qui est devenu un objet autonome. Oui, parce que monstration, c'est une tétralogie, donc à 4 volets. À l'intérieur de ces 4 volets, il y a l'observatoire. Enfin, il y a monstration, qui est issue de l'observatoire autour du point. Et les 4 volets, donc c'est le spectacle, conditionné et inspiré par cette recherche. La mode, qui est un élément microscopique qui devient macro, qui devient un projet indépendant, enfin comme chaque face est indépendante. Il y a un film qui sera en écriture un peu plus tard, qui va me permettre d'amener le spectateur dans ce type de recherche, donc autour du point, et qui va montrer une sorte d'alphabet universel qu'on retrouve dans le micro et dans le macro. Et aussi dans chaque culture et dans notre environnement naturel. Et puis le dernier projet s'appelle La Trace,
Et c'est l'ensemble des traces générées par tous les autres projets, qui aujourd'hui est un projet qui n'a pas de forme et qui sera sur un support qui peut-être aujourd'hui n'existe pas encore. Ces collections procèdent d'un savoir qui a été brutalement disqualifié au début du XVIIe siècle. Alors, à ce moment-là, s'ouvre, à mon avis, l'embranchement. Si vous voulez, d'un côté, ces collections vont devenir cabinets de curiosité, c'est-à-dire qu'elles vont être reléguées dans un registre du savoir qui n'est absolument plus, qui n'a plus la même envergure, qui n'a plus la même ampleur, hein, ça c'est très clair. Et il y a une autre direction qui indique la survie des Wunderkammer, c'est précisément dans des registres, entre guillemets, inférieurs du savoir. Et c'est là que nous retrouvons absolument tous ces objets qui peuplaient les Wunderkammer dans un immense registre des cultures dites populaires, mais vous voyez que le populaire là mériterait d'être drôlement réévalué, noir sur blanc. Par exemple, vous avez au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, nous voyons apparaître véritablement à l'intérieur de la culture des foires, quelque chose que les Anglais vont appeler très vite au XVIIIe la Museum Industry, qui est quand même une appellation assez fascinante, hein, qui consiste, ou on l'appelle aussi le show business. Donc véritablement, il s'agit de montrer quoi ? Bon, montrer précisément des mirabilia. Et là, on voit réapparaître toute la logique de l'exposition des mirabilia, mais cette fois décontextualisée, débarrassée de toute la logique, si vous voulez, de la philosophie naturelle qui constituait son écrin au XVIe siècle, et on voit réapparaître les mêmes objets qu'au XVIe siècle dans le contexte de la culture de foire. Relève de la Museum Industry à la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe en Europe et en Amérique. On oublie que ça se passe aussi en Amérique. La Museum Industry s'édifie à partir des restes des Wunderkammer. Littéralement, puisque dans les années 1840, par exemple, quand Barnum fait une de ses premières grandes tournées en Europe, pour exhiber, si ma mémoire est bonne, Tom Pouce, il fait un tour dans le sud de l'Allemagne et il rafle, littéralement, tous les restes des Wunderkammer de la Renaissance qu'il peut trouver. Rentré aux États-Unis, il ouvre un musée. Il ne faut pas oublier que le cirque Barnum, ça commence par un musée, le musée Barnum, qui s'appelle l'American Museum, qui est situé à New York. Il n'est pas le seul. Avant lui, depuis les années 1790, vous avez aux États-Unis un certain nombre de musées qui sont en fait des Wunderkammer sécularisés, si vous voulez, démocratiques, avec billets d'entrée payants, avec des attractions tout à fait passionnantes. Par exemple, une des plus amusantes pour nous, c'est une espèce de photomaton qui est installé à la fin du XVIIIe siècle dans les musées, entre guillemets, américains. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système pour prélever automatiquement les profils de celui qui pose et ensuite pour les reproduire en quantité indéfinie. Tout cela contre une rétribution assez modeste. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, sous forme de dessin du photomaton. Et donc vous avez à Philadelphie, à Boston, à New York, à Cincinnati, vous avez des musées qui sont des espèces de grands machins d'attraction, de grands spectacles d'attraction, et en même temps qui ont littéralement recueilli les restes des Wunderkammer européennes. Alors Barnum vient, il est le couronnement de ce mouvement-là, puisqu'il va le faire de manière beaucoup plus systématique, en allant lui-même à la source, donc en Europe, rafler, comme je l'ai dit, ce qui reste des Wunderkammer de la Renaissance, et en revenant, il établit ce qui est le plus gros musée, entre guillemets, américain de l'époque, sachant bien que musée, dans ce cas-là, ça veut dire spectacle d'attraction foraine. Hein. Et dans ce spectacle d'attraction foraine, eh bien, vous avez à la fois des freaks, des monstres de toutes sortes, mais tous les mirabilia, des mécaniques, des prodiges d'ingénierie, vous avez des jeux optiques, vous avez donc tout ce qui effectivement constituait le registre des Wunderkammer de la Renaissance. Alors,
Ce qui est amusant, c'est que précisément c'est le troisième incendie de son musée. Le musée, évidemment, c'était très fragile, ça s'embrasait vite. Le musée américain de Barnum a brûlé 2 ou 3 fois. Et la dernière fois, il en a assez. Et donc, il va transformer ce spectacle immobile et monumental qu'était le musée américain de New York en cirque. Et en cirque voyageant. Donc l'origine du cirque Barnum, c'est précisément le musée entendu comme résurgence de la Wunderkammer à l'ère de l'industrie moderne. Et donc là, la généalogie, elle est claire. Dans le royaume forain, les mystiques franchissent les portes de la perception. Parmi eux, Yann Fabre installe ses crânes, ses armures, ses collections d'insectes, de scarabées, dans des rites de carnaval. Le musée devient chambre des merveilles et cabinet des énergies vitales. Le corps se métamorphose en se sanctifiant de ses blessures. Les vierges, les guerriers, Lucifer, le messager, deviennent des allégories du passage de la vie au-delà de la mort. L'animal est un roi couronné, la bête une divinité. Yann Fabre, l'ange de la métamorphose, au Louvre. For me, the exhibition is a kind of a celebration of life and death through metamorphosis. Pour moi, cette exposition est une sorte de célébration de la vie et de la mort à travers des métamorphoses. Quand vous pensez au titre, l'ange de la métamorphose, pour moi, cette métamorphose représente l'idée d'être en mouvement, d'être dans le changement. Because you've got a type of artist to make already 20, 30 years the same. And I'm always an artist who really changes and asks questions and goes on in movements. The idea of the angel stands for the messenger, but also the Lucifer. J'ai l'idée que les anges représentent des messagers, mais aussi bien Lucifer. But also the angel as a que les anges sont également des modèles. When you look to the angel is perfect. Quand nous regardons un ange, l'ange est parfait. Original, unique, extatique, innocent. L'humain est son opposé. Il n'est pas singulier. Nous ne sommes pas uniques, nous ne sommes pas statiques, nous créons le mouvement. Nous sommes coupables, nous ne sommes pas originaux. Mais en même temps, cela rend notre esprit et notre corps intéressants parce que nous échouons toujours. Et malgré nos échecs, nous continuons organiquement et essayons de rendre les choses meilleures. Alors l'exposition est une sorte de refus du cynisme, une croyance envers le genre humain, une croyance en la défense de la vulnérabilité du corps humain. De manière matérialiste, quand on pense au sens de l'or, à la couleur bleue, aux os humains, vous voyez les liens, parce que l'or revient dans les peintures classiques. Il signifie la spiritualité. Le bleu revient parce que c'est la couleur la plus chère. Il revient dans le culte de Marie. Les os broyés sont là parce que le peintre choisit ces éléments pour leur sens alchimique. En dehors du sang et des os, nous créons une croyance dans les anges. Un règne en dehors du corps. Le Christ est un modèle. Depuis l'instant de sa mort, nous vivons dans les stigmates de son corps. The outer skeleton, the material of the body itself. I use a material, not. Je me place à l'extérieur du squelette, dans la matière même du corps. J'utilise cette matière parce que sortir du corps signifie penser que la personne ne peut plus jamais saigner. Imaginez que l'homme du futur possède une nouvelle peau, qui ne puisse plus saigner. Ce serait un nouveau modèle de pensée, un nouveau modèle de religion. Les scarabées reviennent dans mon œuvre comme une sorte de brèche du passage de la vie à la mort. Mais la mort, non pas dans un courant d'énergie négative, mais dans un courant d'énergie positive. Also the way people approach here the work, the way it's hung, because we've changed a lot. It's very, at the same time, very stiff, very academical. I think we try to bring a kind of
Je pense que nous essayons d'apporter une lecture par l'imagination, et à l'intérieur de cette imagination, il y a comme une sorte d'énergie organique. Je suis un mystique contemporain. Vous savez, les catholiques ont fait du mystique quelque chose de mauvais. Ils l'ont rendu malheureux parce que les mystiques étaient vraiment reliés à leur vie organique, à la nature, aux arbres, aux insectes, aux poissons. Et en même temps, ils étaient connectés à leur idéal de bonheur parce qu'ils le vivaient 48 heures par jour. Et que quelque chose fait qu'être mystique n'est plus compris dans la vie actuelle. Le mystique actuel peut être dans la représentation d'une vierge, d'un guerrier, qui viennent pour défendre cette sorte de beauté. La beauté non seulement comme un principe esthétique, mais comme un principe éthique. La destruction et la vitalité ne sont pas des principes négatifs, tandis que la destruction liée à l'agression agissent de manière négative. C'est être dans la terreur de son propre esprit et la terreur de son propre corps. The best doctors and philosophers in the world are animals. I once made a political party with only animals. And they possess a kind of intelligence we're losing. Les plus grands docteurs en philosophie sont les animaux. J'ai fait une performance uniquement avec des animaux. Ils possèdent une intelligence que nous avons perdue. Royaume forain avec Johan Le Guilherme, Patricia Falguière, Yann Fabre, Pascal Risterucci, Alexandre Romanès, Adrienne Larue, Romeo Castellucci, Philippe Alain Michaud, Pascal Jacob, François Tanguy, Monique Sicard, Enzo Traverso, Stéphane Ricordel, Jean-Paul Favant, Pierre Etex et Catherine Millet. Musique des spectacles de Romeo Castellucci, Scott Gibbons, cantate Chiara Guidi, musique du Secret de Johan Le Guilherme et de Cayassine des Arceaux. Royaume forain, première partie, Les Roses du Diable, une émission de Yann Ciré. Demain, La Science des Monstres. Réalisation, Gaël Gillon. Mixage, Philippe Carminati. Remerciements pour la traduction, Marjorie Godefroy.